Aujourd'hui, l'atelier de création poétique va vous lire plusieurs extraits d'œuvres littéraires avec Noé, Diana, Noémie, Marie-Luce, Anna, Pascal et Paul. Et nous allons vous lire des extraits de La Supplication, donc qui est un ensemble de témoignages réunis par Svetlana Alexievitch. Nous lirons également des extraits de la pièce de théâtre Les Fugitifs égarés, écrite par Deda Nejdana, dramaturge ukrainienne. Enfin, nous vous inviterons à nous suivre pour écouter une série de poèmes en rapport avec l'exposition. Une voix solitaire. Je ne sais pas de quoi parler, de la mort ou de l'amour, ou c'est égal, de quoi. Nous étions jeunes mariés, je lui disais je t'aime, mais je ne savais pas encore à quel point je l'aimais, je n'avais pas idée. Nous vivions au foyer de la caserne des sapeurs-pompiers où il travaillait. Au milieu de la nuit, j'ai entendu un bruit. Je n'ai pas vu l'explosion, rien que la flamme. Tout semblait luire, tout le ciel. Une horrible chaleur, et il ne revenait toujours pas. La suie provenait du bitume qui brûlait. Le toit de la centrale était recouvert de bitume. Plus tard, il se souviendrait qu'ils marchaient dessus comme sur de la poix. Ils étouffaient la flamme. Ils balançaient en bas, avec leurs pieds, le graphite brûlant. Ils étaient partis comme ils étaient, en chemise, sans leurs tenues en prélard. Personne ne les avait prévenus. On les avait appelés comme pour un incendie ordinaire. Anna Petrovna Badaïeva, résidente sans autorisation. Oui, il y a eu la première peur. Dans le jardin et le potager, nous avons trouvé des taures étouffées. Qui les a étranglées? D'habitude, elles ne sortent pas à la lumière du jour. Quelque chose les avait chassées. Sur la croix, je vous le jure. Mon fils m'a appelé de Gomel. Vois-tu des hannetons volés? Il n'y a pas de hannetons. On ne voit même pas leurs larves. Ils se cachent. Et des vers de terre? Lorsque la poule en trouve un, elle est contente. Mais il n'y en a pas non plus. C'est le premier signe. Là où il n'y a pas de hanneton ni de vers de terre, la radiation est très forte. Qu'est-ce que c'est, la radiation? Maman, c'est une sorte de mort. Tu dois convaincre papa de partir. Vous passerez quelque temps chez nous. Mais nous n'avons pas encore planté notre potager. Dans le village de Bely-Bereg. Une Ukrainienne vend au marché de grandes pommes rouges. Elle crie pour attirer les clients. « Achetez mes pommes, de bonnes pommes de Tchernobyl !» Quelqu'un lui donne un conseil. Ne dis pas que ces pommes viennent de Tchernobyl. Personne ne va les acheter. Ne crois pas cela, on les achète bien. Certains en ont besoin pour la belle-mère, d'autres pour un supérieur. Alexandre Koudriagine, liquidateur. On nous distribuait des tabliers de caoutchouc recouverts d'une pellicule de plomb pulvérisé. Et nous complétions cela avec des slips de plomb. C'était l'un de nos soucis, des slips de plomb. On les mettait par-dessus le pantalon. Vous pouvez le noter. On racontait des blagues sans arrêt. La voix solitaire. Quelqu'un m'exhorte, vous ne devez pas oublier que ce n'est plus votre mari, l'homme aimé, qui se trouve devant vous, mais un objet radioactif avec un fort coefficient de contamination. Vous n'êtes pas suicidaire, prenez-vous en main. Et moi, comme une folle, je l'aime, je l'aime. Pendant son sommeil, je chuchotais « Je t'aime ». Je marchais dans la cour de l'hôpital « Je t'aime ». Je lui portais la bassine « Je t'aime ». Svetlana Alexievitch, puis Zinaïda Evdokimovna Kovalenka, résidente sans autorisation. Deux catastrophes ont coïncidé. L'une sociale, sous nos yeux, un immense continent socialiste a fait naufrage. L'autre cosmique, Tchernobyl. Deux explosions totales. La nuit, je rêvais que l'on m'évacuait. Un officier me criait « Hé la patronne, nous allons tout brûler et enterrer les décombres. Sors !» Et l'on m'emmenait dans un lieu inconnu, un endroit déconcertant. Pas une ville et pas un village, et pas la terre. Et toi, ma petite, as-tu compris ma tristesse? Tu vas la porter aux gens, mais je ne serai peut-être plus là. On me trouvera sous la terre, sous des racines.
Vassil. Tu connais la blague sur les momies? Dites-moi, l'ami, ce sarcophage de Tchernobyl, c'est le même qu'en Égypte? Pensez donc, là-bas le sarcophage est autour, et la momie est à l'intérieur. Alors que chez nous c'est le contraire, il y a le sarcophage et un tas de momies autour. Le cœur des soldats. Notre régiment fut réveillé par le signal d'alarme. On ne nous annonça notre destination qu'à la gare de Biélorussie, à Moscou. Un gars protesta. On le menaça de cour martiale. Le commandant lui dit, devant les compagnies rassemblées, « Tu iras en prison ou seras fusillé. » Eh bien, nous y sommes allés, à la centrale. Chacun d'entre nous a reçu une blouse et une calotte blanche et un masque à gaz. Nous avons nettoyé le territoire. Une journée, nous travaillons en bas, à sortir les décombres et gratter les surfaces. Et une journée en haut, sur le toit du réacteur. À la pelle. Les robots ne fonctionnaient plus. Les appareils et les machines devenaient dingues, mais nous travaillions. Et nous en étions fiers. Nous sommes retournés chez nous. J'ai enlevé tous les vêtements que je portais et je les ai jetés dans le vide-ordures. Mais j'ai donné mon calot à mon fils. Il me l'a tellement demandé. Il le portait continuellement. 2 ans plus tard, on a établi qu'il souffrait d'une tumeur au cerveau. Vous pouvez deviner la suite vous-même. Je ne veux plus en parler. Après le travail, je ramassais tous ces appareils et les remettais à la première section secrète. Là, on reportait les données sur nos fiches individuelles, mais la quantité de radiation que nous avions reçue demeurait strictement confidentielle. Et même au moment de mon départ, ils ne m'ont pas dit combien j'en avais reçu. Les chiens. Maintenant, ils se battent pour le pouvoir. Ils ont des élections. Allez tous vous faire foutre. Vassil et Karina. Tu connais la blague? Oh, toi et les blagues. Deux Ukrainiens se demandent comment allons-nous vivre? Mal, mais pas longtemps. Merci pour l'optimisme. Arkady Filine, liquidateur. J'ai vu un homme dont on enterrait la maison devant ses yeux. On enterrait des maisons, des puits, des arbres. On enterrait la terre. On l'a découpée, on en enroulait des couches. Je vous ai prévenu, rien d'héroïque. Nous enterrions la forêt. Nous scions les arbres par tronçons d'1,5 mètre. Les entourions de plastique et les balancions dans une énorme fosse. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Dès que je fermais les yeux, quelque chose de noir bougeait et tournait comme si la matière était vivante. Dès que je fermais les yeux, quelque chose de noir, des couches de terre vivantes, avec des insectes, des scarabées, des araignées, des vers. Je ne savais rien sur eux. Je ne savais même pas le nom de leur espèce. Je les tuais par dizaines, centaines, milliers, sans savoir le nom de leur espèce. Je détruisais leurs antres, leurs secrets, et les enterrais. La voix solitaire. Les gens n'ont pas envie d'entendre parler de la mort, de l'horrible. Mais moi, je vous ai parlé d'amour, de comment j'aimais. Viktor Yosifovitch Berjikovski, président de l'association des chasseurs et pêcheurs de Koeniki. On prétend qu'un homme rôdait dans le coin. Quand il buvait, il faisait des conférences à tout le monde. Il disait que Tchernobyl était destiné à faire naître des philosophes. Il appelait les animaux la poussière qui marche et les hommes la terre qui parle. Karina. Le loup. Tu sais, après la mort, quand l'âme erre encore sur la terre, les gens prennent la forme d'animaux. Ma mère est venue à moi sous la forme d'un écureuil. Je ne savais pas encore tout ça à propos de la mort. Je marchais juste dans la rue et elle s'est jetée sous mes pieds. Badaboum. Je suis restée pétrifiée. Et mon mari,
est revenu sous forme de loup. Nous étions déjà arrivés ici, en Ukraine. J'étais sortie dans la cour et un loup me fixait. Soudain, j'ai compris que c'était lui. Les voisins m'ont dit « Mais non, comment veux-tu qu'un loup se promène en ville? C'est un chien. » Mais non. Fuite d'un loup apprivoisé. C'est ce qu'ont titré les journaux. Il avait traversé la ville entière pour venir nous voir. Ivan Nikolaïevitch Jnikov, ingénieur chimiste. Voilà donc la situation. Je suis ingénieur chimiste, docteur ès sciences. On m'a rappelé sous les drapeaux alors que je dirigeais le laboratoire d'un grand complexe industriel. Et comment m'utilisait-on? On m'a mis une pelle dans les mains. C'était pratiquement mon seul instrument. Nous avons énoncé un aphorisme, la pelle, la meilleure arme antinucléaire. Pavlo. Vassil m'a raconté une blague. Les gens demandent « Peut-on consommer des aliments ?» Et on leur répond « On peut manger absolument tout, simplement ensuite, les excréments doivent être soigneusement emballés dans un double sac plastique conservé dans une boîte en plomb enterrée à une profondeur supérieure à 3 mètres. » Victor Latoun, photographe. On me demande pourquoi je ne prends pas de photos en couleur. Mais il s'agit de Tchernobyl. Littéralement, ce nom signifie la réalité noire. Les autres couleurs n'existent pas. Anatoly Chimansky, journaliste. Écrire sur tout cela aujourd'hui, alors que 10 ans seulement se sont écoulés. Écrier. Je crois que cela n'a pas de sens. Il est impossible de le comprendre, de le concevoir. Nous allons de toute manière inventer quelque chose qui ressemble à notre vie. C'est pourquoi il ne faut pas écrire, mais prendre des notes. À présent, je vous invite à vous lever et à nous suivre pour une courte visite avec des poèmes écrits par vous. Donc on commencera au niveau de la grille avec les dessins de Xenia Angelova. En rapport avec les œuvres de Xenia Angelova. Derrière, ça explose. Ça bégaye dans le ciel. Le rouge se noie dans le bleu. Les silhouettes glissent, filent dans le paysage sur un fond de cendres. Ça explose encore dans la sève, dans les rires. Ça explose dans ma bouche, entre mes lèvres, sous ma langue. Les dents claquent. La lumière aspire toute corporéité. Ça brûle, je brûle. Nos esprits s'encendrent. La mort envahit chaque alvéole de peau. Chaque alvéole de peau brille. Tout babille. Ne m'oublie pas. Requiem pour un landau vide. Requiem pour un chat tué. Requiem pour une peau qui brûle. Requiem pour une racine arrachée, jetée sous bâche. Requiem pour une maison habitée par rats et êtres humains revenants illégaux s'amotiolent sur terres irradiées. Requiem pour l'avenir, soleil brisé en deux. Requiem. Requiem d'une main seule, posée sur la nuit des mots, prête à entendre et refaire la terre arrachée, laver l'eau qui brille, redire la mémoire et requiem d'une main capable de mentir à des millions d'autres mains, prendre un fusil, tuer les vaches, les chiens, les chats, classer les mains, nourrir machine plus que bouche, écrire le mot bio-robot, produire et produire et produire, requiem éclair, os et muscles traversent la nuit pour mettre couleurs et peuples de boîtes noires enregistreuses, prêtes à parler des chats du toit qui ne miaulent pas sur le réacteur 4. Archives des requiems à venir dans l'infiniment petit et le nombre infini des atomes qui vibrent et s'échangent dans leur fièvre, entraînés par une main comme la nôtre, vraiment semblable. Main élevée dans l'absence vers sa propre limite, main sans paume, comme lune pleine, pièce sans amour,
Main pleure, main à côté, loin, pas l'espoir aujourd'hui. Requiem pour main avec ligne, comme chemins à tirer pour trouver la tendresse de la paume. Requiem de l'atome, chante pour l'équilibre. Sur une photographie de Laurent Michelot. Salle de contrôle aujourd'hui, impression numérique 72 par 52. Un épais mur de béton isole les restes de la salle de contrôle du réacteur numéro 4. C'est ici, au cœur de cette salle, que les événements de la nuit du 26 avril se sont enchaînés pour conduire à la catastrophe. Situé dans le sarcophage à quelques dizaines de mètres seulement des ruines du réacteur, le lieu est encore hautement radioactif et l'on ne peut y rester que quelques minutes. J'ai fait un cauchemar, aussi vrai qu'une explosion. Un cauchemar aveuglant comme une vérité. Nous sommes le 26 avril d'un siècle à venir. Je suis dans le vaisseau de l'Apocalypse. Il se pose dans la poussière de la mer Noire de Zaporijjia. Le poste de commandement du vaisseau est la réplique exacte de la salle de contrôle qui ne contrôlait rien. Je ne contrôle rien. Tchernobyl a voyagé dans le temps. Tchernobyl renverse l'histoire. La catastrophe nous vient du futur. C'est ce que nous disent les écrans numériques et la lumière noire du béton irradié de la photographie. Capter l'invisible. Épiphanie de la mort, éternité inscrite dans la matière, sarcophage du temps, pur présent d'une destruction sans fin. Mon cauchemar n'a duré qu'un instant. Ça fait quel bruit, l'écho du silence. Pripyat, c'est. Portail rouillé grinçant, gouttes d'eau tombant de toitures pliées, chuchotement du lierre, bruit du vent dans cime, arbres partout, macadam retourné par racines, rideaux en drapeau d'épave, ours en peluche, fossilisé sans bruit. On dirait ville fantôme, mais non, ville absente, ville déracinée, où tout repousse, sauf 50 000 voix parties pour 3 jours depuis 50 ans. Porte ouverte hurle, nounours attend, un enfant dans les cris et les klaxons. On dirait ville fantôme, mais non. Parfois bruit de moteur, uniforme en patrouille. Parfois conserve tombée, d'étagères pourries. Parfois aboiement de chiens, échappés d'hécatombes. Et toujours, chaque son, amplifié par le rien. Chaque son, comme poussière sur vieux cadres. Chaque son, en écho du silence. Il m'a plu un matin la fragrance de la mort scélérate. Depuis, j'empeste les relents lourds de métal brûlé. Ayant usurpé déjà le seul pays de ma mémoire, le spectre accompagne mon errance dans le froid des saisons. Il habite mon regard plus vite que moi, j'entends la nuit l'écho des figures ainsi avalées. Ma peau s'engomme, la mangeure progresse, la douleur me coupe le souffle, le temps libère la plus lourde part de moi. Mais le tyran de mon corps n'a jamais été qu'une spore, car la fonge vit toujours, tentaculaire, qui n'attend que d'éclore depuis les profondeurs infernales. Pas ça, pas encore. L'indigence, la peine inouïe, que plus personne, plus jamais. À partir des photographies de Dianis Ramanuik, c'est le début du printemps, les fleurs ont poussé. Le sol est verdoyant, le soleil chauffe et les enfants rient.
Le futur est encore inconnu, mais suivra une trame fixe. Les fleurs finiront par faner, les sourires également. Les grands-parents seront enterrés dans des sarcophages. Les enfants iront les voir malgré le danger. Après tout, c'est leur quotidien. C'est là qu'ils vivent. Les compteurs Gégère ont été abandonnés. Ils le savent déjà. La zone est inhabitable. Ce n'est ni joyeux ni triste d'ailleurs. Cette vie a un cours différent, luminescent. Rien ne sépare physiquement ces familles du monde. Les mêmes nuages et horizons nous enveloppent. Seul le taux de Becquerel est supérieur. Et les ombres sur les peaux, déchirure du retournement. Rien n'y échappera, cette substance invisible pénétrant la matrice et les consciences. Ténèbres sur la peau, ravage de l'être au monde, éclat de l'extrémité des libérations humaines. Ces corps qui tombent en chaîne sous l'autocratie de l'atome fendu. Ce n'était rien, ou presque, cataclysme du son qui se déchaîne et les atomes qui se ruent sur les contrées des entrailles mêmes. Rien qui reste, souffle rauque et refus de savoir, refus de se briser sous ce soleil qui dénude toutes les catastrophes humaines. Et malgré la fente de tous les intérieurs, et malgré la mort et sa gueule assoiffée, cette lutte toujours pour vivre, rugissement d'espoir.